Bonjour, nous sommes le vendredi 10 janvier 2019 et ayez l'amabilité de ne pas m'écrire pour me dire que j'ai mauvaise mine parce que j'ai mauvaise mine en effet et je suis au courant. Voilà, j'ai eu la grippe, je récupère. Mais je voulais quand même vous tenir un peu au courant. D'abord, je voudrais m'excuser auprès des gens qui ont voulu m'entendre à Montpellier mercredi. Si j'étais allé, en répondant aux insistances vraiment pressantes des personnes qui m'invitaient, je leur disais mais non, je suis malade. Et je ne sais pas pourquoi on m'a dit ah non, on ne peut pas dire ça. Euh, on va dire que c'est la grève des trains. Ben, j'ai dit non, moi je vais mettre sur mon blog que j'étais malade et que je m'excuse. Vous pouvez pas vous de votre côté dire que c'est la grève des trains. Et alors on m'a répondu quelque chose de très très curieux. Non, non, on ne peut pas dire que vous étiez malade parce que c'est la première séance du cycle cette année. Euh, le rapport entre les deux, je ne sais pas, c'est peut-être plus particulièrement majestueux ou solennel la première entrée. Et là, on ne peut pas faire qu'il y ait personne qui parle. Je crois que mon ami Roland Pérez a improvisé, ce qui est très gentil de sa part. Si j'étais allé, si je m'étais rendu à cette insistance, et si vous m'aviez vu à 20 heures ce jour-là, à Montpellier, vous m'auriez dit, des gens qui me voyaient, Monsieur Jorion, rentrez chez vous, allez dormir. Donc, j'ai bien fait de ne pas aller. Toutes mes excuses encore. Je fais une petite vidéo parce qu'il y a beaucoup d'actualités et je ne peux pas la traiter pour une raison, comment dire, euh, de rapidité personnelle. Je ne peux pas couvrir tout ce que je voudrais dire sur les États-Unis, sur la Grande-Bretagne. Je vais quand même rapidement dire quelques mots. Vous avez vu ce qui s'est passé à la suite donc euh, des représailles iraniennes sur des bases militaires américaines. Ça ressemblait fort à une mise en scène. Les Américains étaient au courant, tout le monde s'est mis dans les casemates, dans les bunkers et dans les souterrains. Et on dit du côté américain qu'il n'y a pas de blessés. J'espère que c'est vrai. C'était une façon d'essayer de mettre fin à un processus d'escalade qui pouvait nous entraîner vraiment très très loin. Ça ne veut pas dire qu'il soit terminé. Enfin bon, il y a une accalmie. Je vous ai fait un papier ou une vidéo qui s'appelait L'implosion des États-Unis. C'est ça. Il y a eu une séance une conférence de presse où un certain nombre de gens de l'administration ont essayé de justifier auprès des journalistes et des sénateurs et des députés ce qui s'était passé, la décision de Trump. Euh, il y a eu, vous avez peut-être vu ça, il y a eu des républicains en particulier complètement furieux en disant on se moque du monde. C'était sophomoric, c'est-à-dire digne d'un étudiant de lycée. Euh, Il y a ce sentiment général qu'il y a, bon, il y a plus de pilote dans l'avion. Aussi, s'il y en a un, il est complètement cinglé. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Alors, les démocrates et les républicains prennent des initiatives en sens divers. Les démocrates disent tant qu'on ne dira pas comment se fait l'impeachment, quand on ne dira pas quelles sont les règles qui ont été posées pour la séance au Sénat, nous on ne vient pas. Les républicains disent ah bah alors on commencera sans vous. Ça n'a pas de sens. Comment dire, il y a de la résistance passive des deux côtés. Du côté républicain, on essaie de sauver la peau de Trump, et puis, comme on n'a plus d'autres arguments que la résistance passive, c'est ce qu'on fait. Et du côté démocrate, on se dit que le temps joue pour soi et donc on n'est pas pressé. Mais il y a une déliquescence, il y a un délitement du pouvoir. Assez députés ou sénateurs républicains qui se sont plaints de la manière dont on les a traités dans cette conférence de presse sur l'affaire de l'Irak et de l'Iran. Monsieur Graham a répondu un argument classique de toutes les dictatures, euh, critiquer ou poser. Non, poser des questions, c'est faire le jeu de l'ennemi. Voilà. Alors là, il y a un républicain quand même qui a dit, il a été confronté à ça par un reporter à la télévision, il a dit non,
si on veut rester en démocratie, il faut qu'on réponde aux questions des députés et des sénateurs. Je vais vite. Hein. En Grande-Bretagne, c'était avant-hier, on nous a dit que le processus de Brexit était en marche, avait véritablement été mis en marche par un vote à Westminster. Et il y a effectivement un agenda qui a été proposé. Il y a une tentative qu'on a annoncée hier de réunir à nouveau l'Assemblée d'Irlande du Nord. On parlait de Stormont, un truc qui était en rade depuis plusieurs années, et là aussi en raison de l'opposition irréductible allez, je vais les mettre en guillemets pour aller rapidement, des protestants contre les catholiques et les catholiques contre les protestants. On va essayer de remettre ça en marche. Par ailleurs, vous le savez, les Écossais refusent absolument où le Parti nationaliste a obtenu une majorité, non même pas absolue, je dirais une quasi totale des votes. Je crois qu'il y a un cinquième dans les représentants maintenant, un cinquième de représentants du parti conservateur, et tout le reste ce sont des représentants nationalistes et qui disent qu'il ne va absolument pas avoir il n'est absolument pas question d'un Brexit tel qu'il a été conçu. Alors qu'est-ce qui va se passer? J'ai regardé l'agenda, on a essayé de mettre toutes les phases de sortie de l'Union européenne pour le Royaume-Uni, de toutes les mettre là en vitesse pour 2020, et là en regardant ça et en écoutant ce qui se dit du côté du gouvernement, on essaie d'éviter le mot de Brexit, etc. Il y a une expression qui m'est venue que vous connaissez bien, c'est encommissionnement. En fait, de l'encommissionnement à l'échelle industrielle sur le Brexit. Il y a un groupe qui va s'occuper de ça, qui va réfléchir à la question, et l'autre va réfléchir, etc. Et alors, vous vous souvenez, moi, au lendemain du référendum, en juin 2016, on me rappelle ces jours, j'ai dit le Brexit n'aura pas lieu. Non, j'ai dit deux choses. J'ai dit le Brexit n'aura pas lieu, ou bien on vous fourguera un jour quelque chose en vous disant c'est le Brexit, et le Brexit n'aura pas eu lieu de fait. Mais on dira au public qu'il a eu lieu, parce que les gens ont voté pour, etc. Et quand je regardais c'était avant-hier, ce qu'on voyait dans les journaux, je me disais, bon, j'aurais peut-être pas raison sur le fait que le Brexit n'aura pas lieu, mais j'aurais sans doute raison sur le fait qu'un jour, on dira aux gens, le Brexit a eu lieu, hein, regardez, on a eu le Brexit, et puis les gens dans la salle diront, oui, mais en quoi c'est différent de quand on était dans l'Union européenne, et là, il y aura quelqu'un sur l'estrade qui dira, Monsieur ou Madame, votre question est très intéressante, mais ce sont des questions extrêmement complexes qu'il vaut mieux laisser aux spécialistes. Et il y aura quelque part un spécialiste qui pourra expliquer pourquoi ce Brexit qu'on a eu ne ressemble absolument pas à un Brexit, mais ressemble plutôt à la Grande-Bretagne, toujours dans le Royaume-Uni, toujours dans l'Union européenne. Je suis un peu lent, hein, mais je vous ai prévenu au départ. Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire? Alors, hier, Vincent et moi, on a eu une très grande satisfaction, c'est que nous avions déposé comme prévu, le manuscrit de état d'urgence sauver le genre humain lundi, et que hier, dans l'après-midi, c'est-à-dire exactement 3 jours plus tard, on nous a présenté le manuscrit avec quelques suggestions de modification. Alors ça c'est bon signe, ça veut dire le processus va vraiment très 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 vite. Nous avons été très contents aussi, Vincent et moi, de voir qu'il y avait peut-être 3 modifications, le reste c'était des suggestions de modification de ponctuation, c'est-à-dire que c'était des affaires qu'on pouvait régler en 1 heure, ce qui a été le cas. Alors, je vous ai dit, je suis un peu... voilà. Quand on est malade, vous le savez, on en profite pour se dire ouf, je suis plus obligé de faire ceci, je suis plus obligé de faire ça, etc., etc. Et au moment où j'ai commencé à me sentir un peu faiblard, je me suis dit, ben voilà, je vais pouvoir me mettre au 2e volume, il est à moitié achevé, le 2e volume des aventures de Trump. Et une autre chose, c'est une chose que monsieur Pierre Nora chez Gallimard m'a demandé il y a une dizaine d'années et que bon,
j'avais des choses plus pressantes à faire, c'était voilà une réflexion sur ma propre vie, des mémoires, si on veut, parce que paraît-il, j'ai eu une vie à ce point remplie que ça pourrait amuser les gens d'en connaître tous les détails. J'ai raconté à Vincent récemment, à sa demande, les deux tentatives de meurtre. Il y a plein de choses palpitantes et effectivement, on m'a dit tout de suite, quand on a les gens à qui je parlais de ça, de garder pour vous, surtout les droits pour Hollywood de ça. Harrison Ford est un peu vieux, mais on trouvera des jeunes qui pourront effectivement jouer ça, différentes parties. Et mais en fait, bon, vous avez vu d'ailleurs. Quand j'ai pu réfléchir un peu pour moi, les choses les plus pressées que j'avais à faire, c'était pas du tout le deuxième volume de Trump, ni mes mémoires. La chose dont j'ai voulu tout de suite, je me suis précipité sur des tas d'idées que j'avais dans ma tête sur l'intelligence artificielle. Ça a été une frustration pour moi voilà, qu'en 90, on arrête le projet dans lequel je travaillais, le projet Connex au British Telecom, en nous disant, ben voilà, on vous avait pas dit, mais c'était l'argent militaire. Et maintenant, avec la fin de la guerre froide, dont le budget a été divisé par deux, quelque chose comme ça, ceux qui sont britanniques parmi vous, on va leur proposer d'aller travailler dans une caserne quelque part, et les autres, on va vous dire merci beaucoup, on a beaucoup aimé ce que vous faisiez. C'était une fin en queue de poisson. Si vous avez vécu quelque chose de l'ordre de 70 ans, vous savez que quand on vous dit pourquoi est-ce que vous avez quitté ceci, pourquoi est-ce que vous avez démissionné, pourquoi est-ce que vous n'avez pas plus voulu faire ceci, en général, c'est le monde autour qui a bougé et c'est lui qui vous dit on n'a plus besoin de vous ici, allez plutôt par là, ou bien on vous appelle à un autre endroit, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, vous avez vu, la chose la plus pressée que j'avais envie de faire dès que j'avais un peu de temps à moi, c'était de me replonger sur ce qui se passe en réalité dans les réseaux neuronaux. Je vous ai dit, les conférences de M. Naftali Tishbil, ces articles me semblent montrer que ce physicien, il est biologiste aussi, j'ai bon souvenir, il a compris les choses qu'un certain nombre de spécialistes de l'intelligence artificielle n'en ont pas compris et qui essayent de contourner les difficultés qui se présentent par des astuces, comme par exemple la convolution et des choses comme ça, mais qui sont liées à mon sens essentiellement au fait qu'il y a une compréhension insuffisante du processus. Alors ce monsieur Tishby, il va dans la bonne direction. À l'époque où je faisais de l'IA, j'ai le sentiment qu'il y avait un certain nombre de gens qui avaient compris ce qui se passait dans la rétropropagation, que c'était un processus d'Ising et des machins comme ça. C'est un vague souvenir que j'ai de comprendre ça à l'époque, mais c'était il y a longtemps, c'était en 90, ça fait quand même un moment. Heureusement, j'ai encore tous ces bouquins quelque part dans une boîte, dès que je peux me remettre vraiment sur les pieds et aller en voiture, je vais aller récupérer cette boîte qui est à une trentaine de kilomètres de chez moi et de me replonger là-dedans. Apparemment, c'est ça que j'ai vraiment envie de faire maintenant. J'ai beaucoup écrit sur la finance, j'ai beaucoup écrit récemment sur Trump et compagnie. J'ai une vieille frustration apparemment de faire de la... Il faut dire que jusqu'à 90, et depuis pas mal de temps, probablement non, je veux dire jusqu'à 2009, à partir de 1980 à peu près, quand j'étais professeur à Cambridge, sur pratiquement 30 ans, j'ai quand même eu la satisfaction de travailler tous les jours sur des problèmes extrêmement complexes, d'essayer de résoudre C'est à ça qu'on m'avait spécialisé dans la finance. Bien entendu dans la recherche en intelligence artificielle, oui, mais en finance aussi, on m'a toujours mis au trucs qui étaient durs à résoudre, les projets à sauver, les trucs où on ne comprenait pas exactement comment ça marchait, etc. Et depuis 10 ans, bon, je réfléchis, vous voyez, mais j'exprime un peu ma frustration de ne plus être devant des problèmes vraiment très compliqué en m'intéressant à la disparition de
Agatha Christie pendant 10 jours. Quand je vois dans les journaux un grand mystère toujours irrésolu, je me précipite là-dessus, comme cette histoire de ces malheureux étudiants morts dans l'Oural en 1959. C'est peut-être ça. J'ai envie de me replonger dans des trucs où je me dis je comprends pas comment ça marche. Euh, Trump, malheureusement, je comprends trop bien comment ça marche. Ça me frustre peut-être un peu. On va voir. Je suis pas encore, voilà, vous le voyez bien, je suis pas encore vraiment en forme. Je suppose que je bégaye et que je parle vraiment très lentement. On va voir ce qui va se passer dans les jours prochains. Mais pour le moment, depuis 2 ou 3 jours, avec un petit groupe qui s'est constitué aussitôt avec 2 physiciens, euh, voilà, je vois qu'il y a des choses sur lesquelles j'aime réfléchir. C'est un peu l'effet Zeigarnik, comme on dit. L'effet Zeigarnik, c'est quand vous connaissez pas, je vais vous rappeler ça. L'effet Zeigarnik, c'est une expérience de psychologie des années 50. J'ai bon souvenir. C'est Madame Zeigarnik était une psychologue. Et alors, elle avait fait la chose suivante, c'est que on faisait venir des sujets. On disait, on va vous faire des tests. Et les tests en question, c'était des tests, des tâches vraiment pour enfants. C'était des adultes à qui on s'adressait, mais vraiment des tâches pour enfants, de passer des lanières pour les entrecroiser, d'essayer de faire un petit panier, etc. Alors bon, des choses que les adultes considèrent comme extrêmement, je dirais, peu motivantes. Il n'y a pas de challenge là-dedans. Et alors, on interrompait ces gens systématiquement avant qu'ils aient fini ces tâches peu intéressantes. Et alors, on leur disait, ah oui, attendez, parce que voilà, maintenant, on va vous passer à un autre stade de l'expérimentation. Et on disait, ben, avant de passer au stade suivant, nous vous donnons 10 minutes voilà, de récréation, vous faites ce que vous voulez pendant ce temps-là. Et l'expérience, elle était là. Les gens se sont tous précipités à terminer la tâche idiote sur laquelle ils travaillaient. Et du coup, on appelle ça l'effet de Zeigarnik. Quelque chose d'inachevé, nous avons dans la tête, c'est toujours inscrit là comme un souci, nous avons toujours le souci de retourner et terminer ce truc. Et je crois que la moitié des soucis des gens dans la vie, c'est l'effet de Zeigarnik, c'est qu'il y a un truc, même si ce n'est pas très important, on a envie de finir les choses, on a envie de les terminer. Et apparemment, j'ai ce souci-là avec l'intelligence artificielle. J'ai été interrompu au plein milieu d'une réflexion par la fin de ce contrat. Monsieur Casanova à Paris, très aimablement, m'a proposé aussitôt de venir travailler dans sa banque. Et j'ai fait des choses passionnantes avec lui par la suite, bien entendu. Mais il y a ce vieux souci de terminer ce que j'avais commencé en IA. On va voir. Ça me fait plaisir que, voilà, donc, quelques heures après que j'ai lancé cet appel sur le blog, qu'on avait déjà une équipe de 3 personnes et de 3 personnes véritablement qualifiées pour creuser là-dedans. Voilà, allez, à bientôt. Et j'espère que vous n'aurez pas l'envie de me dire que j'ai mauvaise mine la prochaine fois que je prends la parole.